on reprend le premier chapitre de géographie sur les aires urbaines. Alors une aire urbaine, c'est composé de 3 parties. Théo. Ville-centre, banlieue et couronne périurbaine. Ville-centre, je suis d'accord. Banlieue, couronne périurbaine. Alors vous pouvez trouver dans les documents éventuellement d'autres appellations pour la couronne périurbaine. Ça peut être mentionné comme étant l'espace périurbain ou le périurbain, qu'on résume par le schéma que je viens de vous faire au tableau des 3 cercles concentriques. La ville-centre, c'est le centre-ville historique, dans lequel on trouve majoritairement des habitations plutôt anciennes, les commerces, les musées, les théâtres. Alors les commerces, est-ce que c'est là qu'on trouve les grandes surfaces? Non. En général, elles sont sur l'extérieur des villes, les grandes surfaces. Quand je vous parle des commerces des villes-centres, c'est généralement les petits commerces de centre-ville. A l'inverse, dans les banlieues, quel type d'habitat on va trouver? Genre d'HLM. Oui, les immeubles. Les Des immeubles. C'est pas des années 70? Alors, construction qui date généralement des années 70. Les grandes surfaces, des immeubles de bureaux. Alors, quelque chose qui est commun à la banlieue et à la ville-centre, c'est que l'habitat est dense. Il y a peu d'espace entre les habitations. Pour la ville-centre comme pour la banlieue, on a un habitat dense, voire très dense en centre-ville. Les maisons, les immeubles se collent. Là, dans vos campagnes, qui sont des espaces de faible densité, généralement, entre vous et vos voisins, il y a un peu de place. Pour l'espace périurbain, quel est le logement principal? Kylian? Les maisons individuelles. La maison individuelle, avec son petit jardin. Il y a des commerces de proximité. Et l'habitat est peu dense. Alors, on va parler transport. Quand on avait fait ce chapitre-là, on a fait l'étude de cas sur... C'était l'époque où vous étiez à l'étage. On a fait l'étude de cas sur la région parisienne. Ça vous rappelle quelque chose? Ouais, ça date. Hein. Dans la ville-centre, comment on se déplace? Rosalie? Les transports en commun. On se déplace majoritairement en transport en commun. Alors, qu'est-ce que vous pouvez me citer comme exemple de transport en commun? Lucas? Les bus. Bus, ok. Margot? Métro. Métro, à Paris, à Lyon, à Lille. Toutes les grandes villes de France n'ont pas un métro, mais celles qui en ont, c'est du transport en commun. Apolline? Tramway. Tramway, ce qui se développe de plus en plus. Lucas? Vélo. Alors le vélo, c'est pas un transport en commun. Ou alors tu transportes un grand nombre de gens sur ton vélo et bon courage pour les jambes. Dans certaines villes, ouais, à Grenoble, il y a un téléphérique. C'est quoi ça? C'est un... comment dirais-je? Comme le train en hauteur? Ouais. Non. Alors par contre, vous pouvez également rajouter qu'on utilise des modes de transport comme le vélo ou les taxis. C'est la partie de l'aire urbaine qui est la plus sujette aux bouchons, en général, la ville-centre. Parce que la circulation est dense. Alors, certains habitants de la ville-centre se déplacent pour aller travailler vers la banlieue. On a des déplacements ville-centre vers banlieue, soit pour le travail, éventuellement pour les courses aussi. Parce qu'il y a certaines grandes surfaces ou certains magasins qui ne se situent pas dans les centres-villes, mais dans les banlieues, donc on a un déplacement dans ce cas-là. Ensuite, en banlieue, qu'est-ce qu'on utilise comme moyen de transport? Lucas? Les voitures. Oui, voiture individuelle. Dans les banlieues, on a généralement plus de voitures individuelles que dans les villes-centres. Cependant, la présence des transports en commun reste très forte. Pour l'espace périurbain, voiture individuelle, et pour rejoindre son lieu de travail, le train ou les équivalents du train pour la région parisienne, que sont le RER ou le Transilien. Alors en général, plus on s'éloigne de la ville-centre, moins le loyer est élevé. Par contre, plus le temps de trajet est long. Vous vous rappelez, on avait vu le texte d'un homme qui témoigne. Il habite en région parisienne et il se lève en gros à 4h du matin pour commencer à travailler à 7h30. Donc on a des dynamiques déplacements entre le périurbain et la ville-centre, le périurbain et la banlieue, et la ville-centre et la banlieue. Voire même, ça c'est ce qu'on avait vu à l'intérieur de la vidéo, les gens se déplacent à l'intérieur de leur propre espace. Alors, est-ce que l'un ou l'une d'entre vous se rappelle du mot de vocabulaire que l'on utilise pour parler des déplacements quotidiens? Kylian? Migration pendulaire. Les migrations pendulaires. Alors, de mes 3 espaces
la ville-centre, la banlieue et la couronne périurbaine, lequel se développe le plus? Rosalie. C'est pas la couronne périurbaine. La couronne périurbaine, c'est celui qui se développe le plus. De manière absolument pas surprenante, ça a été encore plus renforcé par l'épidémie. Les gens cherchent à aller habiter plus loin des villes, plus en centre-ville. Est-ce que vous êtes capable de me faire une petite analyse sur pourquoi? Pourquoi les gens quittent les villes-centres du fait de l'épidémie? Parce qu'il y a plus de monde. Alors, c'est pas lié au monde, c'est lié à un confort. Parce qu'il y a c'est que des appartements. C'est que des appartements. Or, qu'est-ce qu'on a vécu 2 fois là? Timéo? Confinement. Le confinement. Du coup, est-ce que tu es capable de me faire un rapport entre appartement et confinement et pourquoi les gens s'en vont? Bah, dans un appartement, ils sont coincés dans un appartement. Et alors que en couronne périurbaine, ils peuvent sortir, il n'y a personne. Alors, c'est vrai qu'il n'y a personne, c'est qu'ils disposent de quoi qu'ils n'ont pas dans un appartement, Benjamin? Un jardin. D'accord. On a le retour, on a certains urbains qui font le déplacement, enfin qui font une migration définitive vers l'espace périurbain parce qu'à la faveur du confinement, ils se sont rendus compte que disposer d'un jardin, quand on est enfermé chez soi, ça peut être bien. D'ailleurs, ça a fait grandement augmenter le prix de l'immobilier dans certaines régions. En particulier la région Bretagne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, je vous avais projeté une carte de la France avec la durée des trajets en TGV vers Paris. Où on s'était rendu compte qu'en fait, il y avait moins de 3 heures pour faire Paris-Bordeaux en TGV. Et que c'était limite moins long de prendre le TGV tous les jours depuis Bordeaux pour venir travailler à Paris que certaines personnes qui habitaient dans l'espace périurbain direct de Paris. Parce que c'est bon pour tout le monde. Et bien, le problème se pose également pour la Bretagne qui maintenant dispose d'une ligne TGV qui passe par Rennes et qui va jusqu'à Brest, me semble-t-il, il faudrait que je revérifie. Donc, il y a certains Parisiens qui reculent, mais au-delà même de l'espace périurbain direct de Paris, ils vont s'installer dans des régions dans lesquelles ils peuvent aller travailler tous les jours en TGV et ça leur prend pas beaucoup plus de temps qu'à d'habiter en banlieue ou dans l'espace périurbain direct. Problème, je pense que c'est quelque chose que vous savez, à Paris la vie est plus chère. Oui. Donc du coup les salaires, pour compenser cet écart de vie-là, sont généralement un peu plus élevés. Du coup, les gens qui se déplacent de Paris pour aller acheter des maisons dans les régions, ils ont généralement des moyens plus élevés que les locaux. Donc mécaniquement, ils peuvent mettre plus cher pour acheter une maison. Donc il faut augmenter le prix dans l'achat de leur logement. Est-ce que vous vous souvenez du mot de vocabulaire qui explique ce phénomène-là? La périurbanisation. Le développement de l'espace périurbain, c'est ce qu'on appelle la périurbanisation. Et ce qu'on vous a reproché lors du brevet bain, mes 2 collègues et moi-même, c'est que vous êtes capable d'expliquer ces phénomènes-là. En général, dans vos copies, c'était pas catastrophique. Par contre, vous ne placez jamais le vocabulaire là où on vous le demande. Okay? Donc là, si vous avez de nouveau un texte avec une phrase qu'on vous demande d'expliquer, si on vous met que l'espace périurbain se développe et que la question c'est quel phénomène est décrit dans cette phrase, le phénomène décrit c'est la périurbanisation. Le fait que les villes prennent de plus en plus de place, c'est pareil, on avait vu un mot de vocabulaire pour décrire ce phénomène-là, qui est en 2 mots en fait. Amélie ? L'étalement urbain. Le fait que les villes grandissent en taille. Alors, dans les soucis qu'on rencontre actuellement avec l'étalement urbain, il y a le problème de l'artificialisation des sols. Le souci de l'artificialisation des sols, c'est que quand on construit une grande surface ou une maison, on va mettre soit au sol du ciment, soit du béton. Quel problème ça pose quand il pleut? Amélie? L'eau, elle ne peut plus rentrer dans la terre, mais du coup, les nappes phréatiques vont se sécher. Alors, il y a le problème des nappes phréatiques et il y a le problème des inondations. Et donc le problème qui va se poser, je ne sais pas si vous avez suivi, mais dans le sud de la France, ça a été le cas un certain nombre de fois ces dernières années, avec le fait qu'il y a énormément d'artificialisation des sols. Quand il y a des gros épisodes de pluie où il se met à pleuvoir beaucoup, qu'est-ce qui se passe du coup, Lucas? C'est inondé. Parce qu'en fait, l'eau, elle n'a plus de chemin naturel pour s'infiltrer dans le sol, puisque les routes sont en macadam, les trottoirs sont en macadam, les maisons prennent de la place, les grandes surfaces, elles ont en plus de ça des parkings qui sont également en bitume, et la potentialité pour l'eau de pouvoir s'infiltrer, elle est de plus en plus réduite.
bah, si l'eau elle trouve pas de chemin, elle reste. Et donc on a des phénomènes d'inondation qui sont beaucoup plus réguliers que ce qu'ils étaient par le passé. Lucas. Mais je crois qu'il y a une semaine à peu près en Charente-Maritime, il y a eu en moins d'une heure 100 mètres d'eau, donc ça a tout inondé. Ouais. Et c'est pareil en fait, bah, c'est ça, c'est la semaine dernière, dans l'Oise aussi, il est tombé en une journée l'équivalent de 3 mois de pluie. Alors, c'est des phénomènes qui en plus sont accentués par le changement climatique. On a de plus en plus de phénomènes extrêmes. Alors, vous pouvez noter également que l'arrivée de nouvelles populations dans les espaces périurbains crée parfois, entre les anciens et les nouveaux habitants des villages, les points de vue et les envies ne sont pas toujours les mêmes. Est-ce que vous vous souvenez comment on appelle les nouveaux habitants des campagnes ? Les néo-ruraux. Tout à fait. On parle de néo-ruraux quand des gens qui vivaient en ville ou qui ont vécu en ville pendant très longtemps viennent se réinstaller à la campagne. Et donc c'est généralement entre ces néo-ruraux et les habitants plus traditionnels des villages qu'il peut y avoir des conflits d'usage. Les néo-ruraux, c'est des anciens? Non, c'est les nouveaux. Ah, d'accord. Néo, en général, c'est nouveau. Ok. C'est le préfixe qui veut dire nouveau. Ça marche pour toutes les trois parties, enfin, ou c'est que pour genre que pour la banlieue ou que pour la... Néo-ruraux, Oui. c'est que pour ceux qui vivent en ville et qui viennent s'installer dans les villages. Ah, Ok. Par contre, on a deux mots de vocabulaire pour expliquer le passage de la ville à la campagne et le passage de la campagne à la ville. Et en général, vous m'inversez les deux. Exode rural. Exode rural, c'est quand on parle de où pour aller où. De la campagne à la ville. Voilà. Exode, ça veut dire partir. Exode rural, quitter la campagne. Et l'inverse, quand on quitte la ville pour aller s'installer à la campagne, exode urbain. Eh bien, il me semble qu'on a brassé le plus gros pour ce chapitre-là.